Et Dominique Volton, bon, qui est un spécialiste, c'est comme ça qu'il faut le présenter, un spécialiste des médias, hein, qui passe souvent d'ailleurs dans les médias, nous explique, hein, j'ai repris sa phrase simplement sur la gauche, que la France est particulièrement touchée par, disons, les lobbies industriels sur les médias. Les marchands de canons ont toujours été plus ou moins propriétaires des grands groupes de presse. C'est un vrai problème démocratique. Est-ce qu'on peut vraiment incriminer les médias? Je pense qu'évidemment, vous avez ici des éléments de bilan qui permettent de qualifier ce silence, hein, assourdissant qui existe sur les questions militaires, sur les questions économiques d'ailleurs, mais aussi sur d'autres dimensions, bien sûr. Hein. Donc tout d'abord, quid de la présence militaire française en Afrique? Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait long et fastidieux puisqu'on a derrière nous maintenant bientôt 60 ans de présence militaire dans nos anciennes colonies, plus de 60 interventions militaires sur la période. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a pas mal de littérature qui a été produite par Survie là-dessus, donc je vous y renvoie. Mais de façon générale, qu'est-ce qu'on peut dire sur la coopération militaire en Afrique? Donc historiquement, aux indépendances en 1960, en réalité, la France ne part pas d'Afrique, c'est ce qu'on appelle la France-Afrique. Et notamment, elle reste à travers deux biais, deux fonctions régaliennes qu'elle continue à tenir, qui sont d'une part la monnaie, le franc CFA, et d'autre part, l'armée française reste en fait en Afrique. L'objectif, c'est d'assurer un approvisionnement des matières premières, de préserver les intérêts économiques français et de se garder aussi des régimes à la solde de la France qui vont être dans le giron français en termes pour sa posture internationale et qui visent aussi à contribuer à l'influence de la France dans le monde, un grand objectif des années 60 et qui perdure aujourd'hui. Et à ces éléments de stratégie de pourquoi on reste en Afrique, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une forte tradition coloniale de l'armée française et d'une partie de la classe politique française qui était valable dans les années 60, qui reste aujourd'hui très valable, qui sont soucieuses de défendre l'empire français avec une idéologie paternaliste, voire extrêmement raciste. Donc qu'est-ce qui s'est passé à la décolonisation? La France a mis en place des régimes à sa solde, souvent dirigés par des militaires, ou alors elle a évincé en fait des démocrates pour mettre à la place des militaires en général formés par la France et qui sont encadrés par l'armée française. En fait, ces États des années 60, il y en a un certain nombre qui perdurent aujourd'hui. Donc les dictatures du Cameroun, du Gabon, du Congo ou du Tchad, elles sont construites sur les mêmes modèles, même si ce n'est pas les mêmes dictateurs, on reste sur les mêmes logiques aujourd'hui. C'est des régimes qui sont en fait complètement dictatoriaux et basés sur une colonne vertébrale militaro-sécuritaire largement appuyée par la France. Et de façon, comment la France a justifié le fait de rester présente en Afrique? Elle a justifié en mettant en place des accords de défense donc qui garantissent dès les années 60 au pays la protection de la France en cas d'agression extérieure. En fait, dans les faits, c'est plutôt ces accords de défense, ils ont largement servi surtout à contrer des remises en cause intérieures par des oppositions des régimes dictatoriaux mis en place. Et en vertu de ces accords de défense, depuis les années 60, la France est intervenue militairement pour soutenir des coups d'État ou pour évincer des personnes au pouvoir, au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, aux Comores, aux Zaïre, bref, dans toutes les anciennes colonies et même plus largement. Donc il y a cet aspect des accords de défense qui reste largement occulte et il y a une partie d'accords d'assistance militaire ou de coopération militaire, donc il y a différents termes. Et en fait, ces accords d'assistance militaire, ils vont viser à former les militaires, les armées africaines. Et ces accords militaires perdurent aujourd'hui largement sur de la formation et en mettant à disposition des coopérants militaires qui sont aux plus hautes fonctions qui sont proches en fait souvent des chefs d'état-major, etc. Et cette coopération militaire, elle a pu aller très loin. En fait, elle est allée jusqu'à une coopération militaire en amont du génocide au Rwanda, donc sur la période 90, enfin les années 80, mais jusqu'en 93, la coopération militaire a perduré, alors qu'on savait dans les rangs de l'armée française aussi qu'il y avait un génocide qui se préparait au Rwanda. Aujourd'hui, la coopération militaire française,
en Afrique, c'est 70% de la coopération militaire globale. Donc c'est vraiment une grosse partie de cette coopération militaire. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, cette coopération militaire? 4 bases permanentes à Djibouti, au Tchad, au Gabon et au Sénégal. Et donc on voit, sur ces pays qui sont des grandes dictatures proches de la France, mis à part sur le Sénégal. Et on a 300 coopérants militaires répartis dans la plupart des anciens pays du précaré français. Et donc qui sont beaucoup moins nombreux qu'aux indépendances, mais qui sont sur des postes très stratégiques, en lien avec les gardes républicaines, conseillers des états-majors, qui font du renseignement, de la surveillance, etc. Et on a une quinzaine d'écoles militaires qui forment du coup pléthore de militaires et d'officiers qui se retrouvent dans les armées africaines, et notamment dans les armées des dictatures africaines qu'on soutient. Il y a une grande opacité en fait sur cette coopération militaire. Dans les débuts des années 90, l'opacité a été quand même vachement critiquée, remise en question. On retrouve des rapports au Sénat ou au Parlement qui disent quand même que les accords de défense français sont quand même problématiques, qu'on a évolué, qu'il faudrait revisiter ces accords de défense, ces accords de coopération militaire. Donc, en 2009-2010, sous Sarkozy, en fait, il y a un certain nombre d'accords qui ont été révisés. En fait, ils ont été révisés donc, avec une idée d'avoir plus de transparence dans ces relations entre la France et l'Afrique, donc, ce qui est quand même assez questionnable, mais vraiment, il y avait quand même cette phase où la critique en fait, de la présence militaire française et du soutien aux dictatures, elle était plus forte. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un retour totalement assumé dans la coopération militaire avec les pays africains d'une opacité très forte. Et en fait, il y a un certain nombre d'accords qui ont été renégociés actuellement, que ce soit avec le Mali, que ce soit avec le Niger, avec les pays qui sont les pays socles en fait, de l'intervention Barkhane en priorité, avec un certain nombre de clauses secrètes et avec des clauses questionnantes comme le fait, par exemple, que dans l'accord de défense que la France a avec le Mali, la France n'a plus de compte à rendre en fait, sur les agissements de ses militaires sur le sol malien. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de souveraineté en fait, du Mali, puisqu'ils n'ont plus de droit de regard sur ce que fait la France sur son sol. Ce qui est extrêmement inquiétant. Et en fait, c'est au-delà de la coopération militaire, il y a aussi tout le fait que c'est toute la coopération sécuritaire qui est renforcée. En fait, au-delà de former des militaires, la France a toujours aussi formé les forces de l'ordre, donc gendarmerie, police. Et aujourd'hui, on retrouve... par exemple, le ministère de l'Intérieur qui est extrêmement offensif sur la question. Il y avait une réunion cette semaine entre Cazeneuve et 10 ministres de l'Intérieur et ils ont signé un accord de coopération sur la prévention de la radicalisation. Donc je vous laisse voir, autant ça ne marche pas en France, mais alors les guides de prévention de la radicalisation qui seraient communs entre la France et tous les pays du Sahel, non seulement c'est absurde, mais en plus, c'est questionnant sur tous ces partenariats tous azimuts en termes de coopération sécuritaire et militaire. En fait, du coup, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment dans une ère où l'activisme militaire et sécuritaire de la France est extrêmement présent. La France a réussi à se repositionner comme gendarme de l'Afrique et elle est arrivée, par exemple, à conclure un accord de partenariat militaire avec le Nigeria en juin 2016, qui est quand même une nouveauté et ce qui est assez questionnant. Et de même, elle a de nouveaux partenariats avec des pays en Afrique de l'Est comme l'Ouganda. Donc on voit que à la fois la France fait vraiment... l'Afrique devient vraiment abordée sous le prisme sécuritaire en premier lieu. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau de la France, ce n'est plus du tout le ministère des Affaires étrangères qui a un poids dans la politique de la France en Afrique, c'est vraiment le ministère de la Défense qui devient vraiment le ministère premier sur les coopérations avec les pays africains. Donc c'est Le Drian en fait qui fait des voyages partout en Afrique depuis qu'il est aux affaires. Voilà, je voulais faire un focus du coup dans ce contexte-là sur la question du développement et en particulier pour les pays sahéliens, donc de la Mauritanie au Tchad, en me questionnant donc voilà, on parle il y a ces interventions qui se passent dans la zone, mais du coup, qu'est-ce qui se passe sur le volet du développement ? Au début des années 2000, on était sur toute une rhétorique sur la lutte contre la pauvreté, les objectifs du millénaire pour le développement, etc., qui étaient brandis
comme les grands objectifs que visait la communauté internationale et la France au Sahel. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. En fait, il y a eu un prisme qui a complètement changé et les priorités ont été largement revisitées. En fait, les stratégies qui sont faites sur le Sahel, elles focalisent uniquement sur la question de la sécurité en lien avec les questions migratoires, avec les questions climatiques, avec les questions de terrorisme. Et l'approche nouvelle, c'est de dire il n'y aura pas de développement sans sécurité. Donc, on va résoudre les questions de sécurité pour ensuite nous pencher sur la question du développement. Donc, c'est absurde puisqu'on ne considère plus que le mal développement est aussi une des causes, en fait, des problèmes potentiels d'insécurité qu'il y a dans la zone, ce qui est très inquiétant. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par une chercheuse de la FERDI, qui est la Fondation pour les études et recherches de développement international, et en fait qui montre que pour les pays du Sahel, globalement, l'argent qui est consacré à l'aide publique au développement est 3 fois plus élevé que les dépenses militaires. Mais par contre, si on regarde ce que fait la France dépense 3 fois plus en dépenses militaires sur le Sahel qu'en aide au développement. Et tendanciellement, sur les dernières années où elle a mis beaucoup d'argent sur des interventions militaires sur la zone, elle a réduit en fait son aide publique au développement, ce qui est très questionnant sur la politique française sur la zone. Qu'est-ce qu'elle vise et comment on peut sortir de situations de crise multiforme si on met que des moyens sécuritaires et rien sur la question du développement. Voilà, c'est extrêmement inquiétant et dans ce contexte-là, c'est évident qu'il y a des vives protestations qui émènent de la population sur ce prisme sécuritaire qui pousse en fait, où la communauté internationale pousse aussi les États à se focaliser sur la question sécuritaire. Et l'autre point sur lequel je voulais approfondir, c'était le fait que dans la période actuelle où la sécurité est mise au premier plan, la coopération avec les dictatures du précaré france-africain, elle a été extrêmement relégitimée et renforcée. Donc on a fait le rapport dont parlait Thomas qui a focalisé sur le Congo, Djibouti, le Tchad et le Gabon, sachant que Djibouti, le Tchad et le Gabon sont 3 pays socles en fait pour la présence militaire sur le continent, puisqu'il y a des bases militaires dans les 3 pays. Et en fait, cette politique, ce revirement en fait où on s'occupe plus du tout de la question démocratique et on assume totalement d'être sur un volet sécuritaire avec ces pays-là, il est complètement assumé. En 2014, Le Drian disait « Il faut trouver un équilibre entre l'objectif démocratique et la nécessité sécuritaire dans le cadre d'un dialogue parfois tonique, mais la priorité est aujourd'hui sécuritaire. » Donc, quand il disait ça, il parlait notamment du Congo et du Tchad. Donc, on voit que le prisme sécuritaire est omniprésent et du coup, la France, ça a permis en fait à ces pays-là d'être beaucoup moins soucieux de leur image à l'international et la France continue vraiment à les soutenir, y compris en les relégitimant au niveau international. Si on parle de ces 4 pays, Tchad, Gabon, Congo et Djibouti, il y a eu des élections en 2016, là, en fait, cette année. Et tous ces dictateurs, ils ont volé ces élections, malgré une contestation extrêmement vive et extrêmement méconnue, en fait, qu'il y a eu sur les mois, voire sur les années précédant ces scrutins, avec des répressions extrêmement fortes. Et ces répressions, elles ont pu être si fortes parce qu'il y a une omerta totale sur ces questions-là et que la France en particulier, qui est pourtant aux premières loges sur place, n'a pas du tout a contribué à garder cette omerta. Pourtant, la France est aux premières loges puisque, comme je le disais tout à l'heure, elle coopère directement avec les forces répressives, que ce soit forces militaires, forces de sécurité. Et donc, on peut penser qu'elle a une responsabilité au moins indirecte sur ce qui se passe sur ces répressions dans ces pays, et au pire directe quand on considère qu'elle peut former directement ensuite des forces de sécurité qui se retrouvent à tirer contre des manifestants, ou quand on voit qu'elle aussi cède du matériel à ces armées ou à ces forces de police ou de gendarmerie, qui focalisent leur répression non pas en premier lieu sur l'ennemi que serait le terroriste, etc., mais sur leur propre population qui demande en fait plus de démocratie et qui demande à leurs dictateurs de partir.
Voilà, et c'est vraiment cette question-là de la responsabilité de l'armée française dans ses coopérations militaires avec les dictatures que je trouve une question à approfondir. Voilà, on voit que là, récemment, il y a eu une proposition de rapport d'information qui a été déposée au Parlement sur la question des responsabilités françaises par rapport aux ventes d'armes qu'elle a fait à l'Arabie Saoudite, qui, elle, bombarde le Yémen. Mais est-ce que ça ne se pose pas aussi, cette question de la responsabilité qu'on a par rapport, au-delà de la responsabilité politique, mais de la responsabilité directe aussi par rapport aux agissements des dictateurs qu'on soutient en Afrique? Voilà. Et pour conclure, dans ce contexte-là, c'est pas étonnant que des Tchadiens qui veulent la fin du régime d'Idriss Déby, par exemple, ou des Nigériens qui sont inquiets du tournant sécuritaire que prenne le régime, perçoivent les interventions militaires françaises avant tout comme une façon de faire perdurer leur régime qui les opprime, eux, en premier lieu. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous par rapport à ça? Je pense qu'il est vraiment important de continuer à porter haut et fort la critique de la politique française menée en Afrique. Et je trouve que c'est quelque chose de difficile aujourd'hui, mais d'arriver à vraiment remettre le focus sur la question de la souveraineté, sur la question de la démocratie et du soutien aux militants, qui apparaît vraiment assez relégué au deuxième plan aujourd'hui. Voilà, et c'est un combat difficile, mais qu'il faut continuer à mener ensemble.